Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Dr Kilomètre assistant au service d'urologie de la Chute de Rouen. On va essayer de voir un cours de sémiologie chirurgicale urologique, qui est l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate, très fréquente chez l'homme âgé, c'est une atteinte aussi bien stromale qu'épithéliale de la glande prostatique. Elle est due à un déséquilibre entre croissance et apoptose cellulaire. Il n'y a pas de parallélisme anatomoclinique. Il n'y a pas aussi un parallélisme entre les symptomatologies et l'obstruction urodynamique. Par définition, l'hypertrophie bénigne de la prostate, histologiquement, elle est définie comme étant une prolifération à la paroi épithéliale et stromale des tissus de la zone transitionnelle de la prostate. Sur le plan clinique, c'est des symptômes de dysfonctionnement du bas appareil urinaire. Et sur le plan pronostic, donc elle peut être source de morbidité et de mortalité secondaire à l'insuffisance rénale et à l'infection. Il y a la classification de McNeil qui définit la prostate sur le plan histologique en 4 zones. Une zone antérieure, une zone périphérique entourant la quasi-totalité de l'urètre distal, qui constitue 25% du poids de la prostate, et une zone de transition forme les 5% des tissus prostatiques restants. La prostate est un organe glandulaire qui se développe autour de la paroi initiale de l'urètre. Sa face antérolatérale sont en contact avec les muscles releveurs de l'anus. Sa face antérieure, elle est en contact avec le pubis. Et la face postérieure, elle est en contact avec le rectum et le rectum. Et sa partie antérieure, antéro-supérieure, elle est en contact avec la vessie. Voici une coupe sagittale et frontale de la glande prostatique. Donc la glande prostatique se trouve au-dessus de la vessie, entoure l'urètre. On l'appelle l'urètre prostatique. Et puis, en arrière, elle est en contact avec le rectum. En antérieur, elle est en contact avec le pubis, ainsi l'espace du radius. Et en bas, elle est en contact avec les muscles bulbo-membraneux et en haut avec la vessie. En physiopathologique, l'hypertrophie bénigne de la prostate est un déséquilibre entre prolifération cellulaire et apoptose. Deux facteurs jouent un rôle très important. L'âge, 1, et 2, la présence d'androgènes. Parmi les facteurs qui interviennent dans la croissance du tissu prostatique, il y a le testostérone, par le biais de DHT. Autres facteurs tels que l'œstrogène et les facteurs de croissance. L'hypertrophie bénigne de la prostate donne un mécanisme de l'obstruction sous-vésicale. À l'état normal, la vessie se remplit à basse pression, tandis que l'urètre reste fermé et les sphincters striés assurent la continence. Pendant la miction, le detrusor se contracte, le trigone prend une forme d'entonnoir et l'urètre adopte une forme de compliante. En cas d'hypertrophie bénigne, l'anatomie et la forme de la prostate qui développe l'urètre jouent un rôle dans la genèse de l'obstruction. La sévérité des symptômes ne serait pas tant liée à l'obstruction par l'augmentation du volume global de la prostate. Il apparaît donc de plus en plus clairement quand l'augmentation du volume est une combinaison des facteurs et une cause de l'obstruction. L'hypertrophie bénigne de la prostate, elle commence dans la zone périurétrale sous forme hyperplasie fibromusculaire. Cette hyperplasie aboutit à la formation de nodules de taille différente. Le développement ultérieur de l'HPP se fait plus par la croissance de ces nodules que par l'apparition de nodules nouveaux. Dans certains cas, ce sont les éléments glandulaires qui prédominent. L'adénome de prostate commence le plus souvent à faire parler de lui à partir de 50 ans. Bien que souvent il existe déjà plusieurs années, donc à l'âge de 40 ans. Donc là, sa fréquence augmente progressivement avec l'âge. Le testicule fonctionnel, il ne semble pas y avoir de pathologie adénomateuse chez l'homme castré. Au cours de son développement, l'adénome de prostate passe par deux étapes, microscopique et macroscopique.
L'HPP microscopique touche 75% des hommes de plus de 40 ans. L'HPP macroscopique, une fois passage de l'HPP microscopique vers macroscopique, il se faudrait que 5 à 7 ans pour que les lésions de l'HPP atteignent leur taille maximum. Au total, environ 50% des hommes de plus de 50 ans développent ou ils vont développer une HPP macroscopique. Les facteurs favorisants comme la race, l'environnement, l'alimentation, les habitudes sexuelles et le statut nutritionnel. L'interrogatoire est un élément majeur dans la démarche diagnostique. Les signes cliniques doivent être recherchés par le patient s'habitue progressivement à la symptomatologie. Un signe de vieillissement est largement ancré dans la population. 20% des médecins généralistes ne recherchent pas de façon systématique les signes urinaires. Parmi les signes urinaires, on a la pollacurie. Il existe deux types de pollacurie, pollacurie nocturne et diurne. C'est une augmentation de la fréquence d'émission. La pollacurie est parfois difficile à différencier d'une polyurie. La polyurie, par définition, c'est une augmentation de la diurèse. Des symptômes dysuриques, besoin impérieux, diminution de la force du jet, sensation de miction incomplète, miction en plusieurs temps et nécessite de pousser pour expulser les urines. L'incontinence urinaire, on appelle ça miction par regorgement ou une rétention urinaire aiguë. D'autres méthodes d'évaluation, il existe d'autres scores, comme le IPSS le plus connu et la qualité de vie. Le score IPSS, qui est plus couramment utilisé. Pour l'examen physique, on a le toucher rectal. C'est un élément essentiel dans l'examen clinique qui permet de pratiquer, donc de voir et de pratiquer donc un toucher rectal pour apprécier en quelques éléments de la prostate. Parmi ces éléments, il y a le volume, la forme de la prostate, la présence ou l'absence du sillon interprostatique et les nodules, est-ce qu'ils sont réguliers ou pas, et la consistance, elle est dure ou molle. Donc le toucher rectal en neurologie se fait en décubitus dorsal. Donc le doigt va être introduit à travers l'anus à la recherche et la face antérieure du rectum représente la prostate. D'autres examens complémentaires tels qu'on demande un taux de PSA, une fonction rénale, une débimétrie et une échographie. D'autres examens biochimiques tels que le CBU avec antibiogramme, la fonction rénale à la recherche des retentissements de l'HPP sur le rein et le taux de PSA pour écarter un cancer de prostate. Généralement, le taux de PSA est inférieur à 4 nanogrammes par ml. On a une augmentation du taux PSA, c'est en fonction de la présence ou l'absence d'infection urinaire, à la présence ou l'absence d'une sonde vésicale, à la présence ou l'absence d'un massage prostatique ou un toucher rectal. Tous ces facteurs augmentent le taux de PSA. La débimétrie. La débit maximale supérieure ou égale à 15 permet pratiquement d'éliminer une obstruction sous-vésicale. Le volume mictionnel influence sur le volume. On exige, pour une mesure fiable, un volume compris entre 150 ml et 300 ml. L'examen de débrouillage, c'est un examen qui se fait en ambulatoire. Il permet d'apprécier plusieurs paramètres de la prostate, tels que le volume et la présence ou l'absence des nodules. L'échographie abdominale suspubienne, pratiquement la même chose, comme l'échographie transrectale, mais moins de sensibilité. Elle permet de mesurer le volume de la prostate. Elle permet aussi de voir le retentissement sur le haut appareil, sur les reins et sur la vessie. Et elle recherche la capacité vésicale et le résidu post-mictionnel. Pour la cystoscopie, donc elle peut certainement montrer l'adénome, mais son aspect invasif le fait réserver pour des examens préopératoires. Le diagnostic différentiel, on a donc
Devant une dysurie avec un toucher rectal normal, on peut évoquer une sténose urétrale, une sclérose ou maladie du col vésical, lithiase urétrale enclavée ou une tumeur de vessie. Pour les complications, on a des complications mécaniques telles que la rétention urinaire, diverticules vésicaux, la lithiase et l'insuffisance rénale. Complications infectieuses, donc le patient il peut développer une prostatite aiguë ou une adénomite, une infection urinaire basse, une pyélonéphrite haute, une septicémie ou une hématurie.